Masechet Gitin Daf Kaf Aleph, on va commencer par Kaf Amud Bet, le dernier quart de la page. Ba'er Rami Bar Hama, Hayom Muhzakin Betabla Shei Shela, Veget Katuv Aleha, Ve'ari Yotz'a Mitahat Yado, Mahu, Mi Amrinan, Aknuye Aknit Aleh, Odilma, Isha Lo Yada Le Aknuye. On a déjà appris précédemment que lorsqu'un homme donne le guet à sa femme, il lui donne le contenant et le contenu, c'est-à-dire le support plus l'écriture. Mais il ne peut pas lui donner l'écriture en l'air. Par exemple, s'il lui dit « je te donne une plaque d'or sur laquelle il y a écrit un guet », mais attention, la plaque d'or, elle reste à moi. Il n'y a que le contenu, c'est-à-dire les lettres, qui sont à toi. Est-ce que ça marche? Non. Eh bien non. Pourquoi? Parce qu'il faut donner le contenant et le contenu, puisque des lettres ne peuvent pas être dans l'air. Elles doivent être écrites sur un support. Une écriture, c'est forcément avec un support. Les katavla, c'est faire kiritout. Donc il faut le sefer avec l'écriture dessus. Donc une écriture sans sefer ou sefer sans écriture, ce n'est pas un guet. Alors s'il lui dit je te donne que le contenu, mais le contenant, je me le réserve, à savoir l'écriture est à toi, mais le support de l'écriture est à moi, eh bien ce n'est pas bon. Il faut que l'homme donne à la femme les deux, le contenant et le contenu. Maintenant, quel est le din si l'homme a écrit un guet sur un support qui appartenait à la femme? C'est pas bon non plus. Ce n'est pas bon. Si le papier appartenait à la femme et l'homme a écrit dessus le guet, ce n'est pas kasher. D'accord? Alors c'était ça la question de Rami Bar Hama. Est-ce que un homme qui aurait écrit le guet sur une tavla, c'est-à-dire un tableau qui lui appartenait à elle, Hayum Muhzakin Betabla, c'est un tableau, Shehi Shela, tout le monde le savait que ce tableau lui appartenait à elle. Et maintenant voilà que Get Katuv Aleha, un guet est inscrit sur ce tableau. Ve'arehi Yotz'a Mitahat Yado. Et elle vient avec ce tableau et elle dit au Beddin, Morai Verabotai, voilà, mon mari m'a donné le guet. Alors, on se pose la question, est-ce que ce guet est kasher ou pas? Pourquoi? Maou. Mi amrinan aknouye aknitale. Est-ce qu'on va présumer qu'elle lui a vendu, c'est-à-dire elle lui a donné cadeau avec Kinyan Gamour le tableau pour qu'il puisse écrire le guet, sachant pertinemment que le guet sur un support qui est à elle n'est pas kasher. Il faut que le support soit à lui pour qu'il soit kasher. Donc certainement, on considère que de manière implicite et tacite, elle a fait ce qu'il fallait faire, à savoir que certainement dans sa tête à elle, elle lui fait cadeau de ce tableau pour qu'il puisse écrire le guet sur un support qui lui appartient à lui. Et ensuite, il va lui donner ce tableau avec le guet. Donc il va lui donner un objet qui est à lui, à elle. Ou bien on va dire qu'étant donné que ça n'a pas été dit explicitement, fais-moi don de ton tableau. Il ne lui a pas dit, donne-moi. Il n'y a pas eu de kinyan fait ouvertement, explicitement, qui lui dit, donne-moi le tableau et qu'il fasse un kinyan. Non. Alors qu'est-ce que tu veux dire? Que certainement dans la tête de la femme, elle lui a fait quand même don de ce tableau, parce qu'elle sait que sinon ça ne marcherait pas. Et ça c'est une hypothèse. Mais deuxième hypothèse, c'est que la femme ne pense pas à tout ça. Elle, pour elle, c'est juste écrire le guet. Mais elle ne lui a pas fait cadeau du tableau parce que l'oyadra l'est aknouye. Elle ne savait pas, premièrement, qu'il fallait faire kinyan. Et même si elle savait, mais dans sa tête, elle n'était pas convaincue de lui faire cadeau de ce tableau. Vraiment, je veux te faire cadeau de ce tableau. Elle n'était pas convaincue de tout cela. Comme ça dit Rashi. Et le fait qu'elle a accepté. 2 secondes. Rashi dit Lo yad'a le aknouye, lo gabra ou mekanya davar she'en belibah
la tête matana gemura. Velo girsha ela beshela. Ve'ana ba'inan ve'natan. Rachid dit, elle n'était pas convaincue de lui faire cadeau de ce tableau. Et comme si elle n'était pas convaincue, donc c'est pas une matana gemura. Donc ça fait qu'il a divorcé avec un support qui est à elle. Ce n'est pas cachère. Même si elle a pris. Elle l'a pris. Elle a accepté le guet. Elle a accepté le guet, c'est vrai. C'est comme si Mais pour elle, elle a laissé le fait. pour elle, c'est que le contenu. Elle ne pense pas au contenant. Pour elle, le contenu, c'est ce qu'il a écrit, mais il a écrit sur quelque chose qui est à elle. Et ça, ce n'est pas cachère. Ou bien on va dire que non. Elle pense à tout. Elle pense que le guet doit être écrit sur un support qui est à lui. Or, maintenant, il va utiliser ce tableau parce qu'il n'a pas d'autre support, il n'a pas de papier, il n'a pas de parchemin. Alors, elle lui prête le tableau. Mais non, en fait, c'est pas prêter, c'est donner. Parce qu'elle sait que prêter, ça ne suffit pas. Parce que prêter, ça veut dire que juste il utilise un objet qui est à elle. Donc, ça reste à elle. Si ça reste à elle, ce n'est pas cachère. Mais puisque elle le sait, donc certainement, elle lui donne vraiment. Ou bien, elle ne pense pas à lui donner vraiment. Et donc, c'est le safek de Rabbi Bar Hama. Au moment, elle peut le redette Kerr. Oui, mais puisque rien n'a été dit, est-ce que les non-dits suffisent? Amar Abaye, Abaye veut répondre qu'en effet, ça marche. Même sans le dire, il va sans dire. Sur quoi s'appuie Abaye? Sur une Mishnah dans Masechet Eduyot. Masechet Eduyot, c'est toute une Mishnah qui n'est qu'une compilation de témoignages. Masechet Eduyot, toutes les halachot enseignées là-bas, c'est des halachot retransmises par des rabbanim qui ont vécu des expériences et qui racontent. Donc c'est très fort. C'est mamage des choses qu'ils ont vues, faites par les hachamim. Eh bien, par exemple, là-bas, Rashi nous dit que l'auteur de cette Edout, de cet enseignement témoigné, en fait, c'est Rabbi Yehuda ben Baba, qui avait témoigné de la halakha qu'on va lire tout de suite. Mais les Mefarshim disent que quand on ouvre Masechet Eduyot, on voit que ce n'est pas Rabbi Yehuda ben Baba, c'est Rabbi Hanina Segan HaKohanim qui va témoigner de ce qu'on va apprendre maintenant. En tout cas, qu'est-ce qui est écrit là-bas, dans cette Mishnah de Masechet Eduyot? Amar Abaye Shema. Viens, écoute cette Mishnah. Afhu He'id. Lui, également, il a témoigné. C'est-à-dire Rabbi Hanina Segan HaKohanim. Et le Rashash, Rabbi Shmuel Shtershon, il dit que c'est une erreur qui s'est insérée dans Rashi, une erreur de frappe. C'est plutôt Rabbi Hanina Segan HaKohanim et pas Rabbi Yehuda ben Baba. Il a été méride, il a témoigné. Al-Kfar Katan Shaya Betzad Yerushalayim. Il y avait un petit village à côté de Jérusalem. Ve'ayabo Zaken Ehad. Et il y avait là-bas un vieillard. Pas seulement vieillard, Zaken aussi, qui était Hacham. Regardez le Rashi, le premier Rashi de la page Kaf Aleph. Zaken Shane Diada Laknouye, Sheu Hacham Diada. Donc c'était un Zaken dans les deux sens du terme. Zaken, vieillard, Zaken, Hacham. Puisque vous savez que quand la Torah nous dit qu'il faut respecter les Zekenim, Ve'adarta Pene Zaken, c'est quoi Zaken? En Zaken Ela, Zekana Chochma. Le mot Zaken, c'est la contraction de deux mots. Zekana Chochma. Ve'haya malve lechol bene akfar. Ve'kote bechtav yado, ve'achirim chotmim. Ubama'ase lifnei chachamim ve'echshiru. Il avait l'habitude de prêter de l'argent à tous les villageois. Mais comment est-ce qu'il faisait? Il écrivait le shtar de la halva'a sur un papier qui était à lui, un parchemin qui était le sien. Une fois qu'il avait écrit, il faisait juste signer par le concerné, par l'emprunteur. Normalement, à qui doit appartenir le papier? À l'emprunteur. D'accord? Car c'est qui écrit l'acte de prêt? Qui est-ce qui écrit l'acte de prêt? C'est le prêteur. Jamais de la vie. Le prêteur, c'est l'emprunteur qui écrit. Qu'est-ce qu'il écrit?
Je sous-signé reconnais avoir emprunté telle somme de tel homme. Mais qui c'est qui garde ce shtar? C'est ce qui garde, mais qui donne pour garder? C'est qui donne la preuve? Si moi je veux écrire n'importe quoi, j'écris que je vous ai prêté. Alors c'est trop facile. Je vous ai prêté 1 million, voilà. Ça veut dire quoi ça? C'est pas le créancier qui prête qui écrit le shtar. C'est celui qui reconnaît avoir emprunté qui écrit le shtar. J'ai reçu de l'argent et je signe que j'ai reçu de l'argent et je donne au prêteur, je donne au créancier comme preuve. Donc c'est qui doit écrire le shtar alva'a? L'emprunteur. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passait? Le zaken lui prêtait de l'argent. Et c'est lui qui écrivait le shtar. C'est pas normal. Normalement, lui, il aurait dû laisser les emprunteurs écrire comme d'habitude. Mais, comme lui savait bien écrire, alors il prenait son parchemin, il écrivait au nom de l'autre. Mais qui est-ce qui signait? Les témoins. C'est-à-dire, il le remettait à l'autre. Et l'autre, l'emprunteur, allait faire signer 2 signataires pour reconnaître la dette, Mahon, et c'est comme ça que l'emprunteur allait remettre le papier signé au zaken, qui était le prêteur, le créancier. Tu vois ici que au moment où il a écrit, c'était son papier à lui. C'était pas le papier de l'emprunteur. Seulement au moment de la signature, c'est l'emprunteur. Donc on doit supposer que le zaken, créancier, a donné cadeau le papier à l'emprunteur. L'emprunteur a fait signer et ensuite il a donné au créancier, au zaken, qui lui a prêté de l'argent. Ça veut dire que bien que rien ne s'est dit, ni je te fais cadeau, ni tu me fais cadeau, ni je te donne. Il n'y a que des non-dits. Tout est implicite. Ça marche. Mais ça marche. Comme ça, c'est la Eidout du Rav. Il a été mérite qu'il y avait un Kfar Katan, il y avait un petit village près de Yerushalayim, c'est comme ça que ça se passait. Les Hachamim ont dit Kacher, la méadrine. Donc tu vois que, même implicitement, ça marche. Ça veut dire qu'on présume que le don, le cadeau, s'est fait naturellement. Le créancier a fait cadeau du papier à l'emprunteur, qu'il a fait signer et qu'il a donné au créancier. Et pourtant, on n'a rien dit, ni cadeau, ni donné, ni rien du tout. Et tu dis, Mistama, c'est comme ça que ça se fait. Alors tu vois que ça marche. Pareil, la femme, elle a donné le tableau au mari. Le mari, il a écrit dessus. Et ensuite, il a donné le guet à sa femme. Tu dois raisonner comment? La femme, elle, dans sa tête, elle a fait cadeau du tableau vierge au mari. Le mari, il a inscrit dessus le guet. Maintenant, ce tableau, il lui appartient à lui, puisqu'elle lui a fait cadeau. Ensuite, il lui donne tout ça à la femme, le contenant et le contenu. Le tableau avec le guet inscrit dessus, il lui a donné, et tout va bien dans le meilleur des mondes. Voilà la belle réponse qu'on peut donner à qui? À Rami Bar Hama qui se posait la question. Est-ce que ça marche ou ça marche pas? Bien sûr que ça marche. Quelle différence entre la femme et le zaken? Regardez comment la Gemara fait l'analyse, les 2 dernières lignes en bas. Ve'amai, pourquoi les Hachamim ont dit kacher avec ce zaken? Habarina sefer amikna veleka. Pourtant on a besoin que ce soit un sefer amikna. Vous connaissez ce terme-là de sefer amikna, ça vous dit quelque chose? D'où on reprend ce terme-là, sefer amikna. L'acte de vente, l'acte d'achat. C'est un pasouk dans Irmia. Vaekar et sefer amikna. Et hatoum, a mitzvah v'chukim et galouy. C'est-à-dire, lorsque Akadosh Baruch Hu avait annoncé la destruction du temple premier, il a dit il y aura un second temple dans 70 ans après Galout Bavel. Et pour renforcer cette émouna en la reconstruction, il a dit à Irmia, tu vas acheter maintenant un champ de chez Hanamel, ton oncle. Alors lui, il est parti à Anatot, la ville de Anatot, il a acheté le champ et il a pris le Sefer Amikna. Vaekar et Sefer Amikna. Donc comment s'appelle le shtar de l'acte de vente? Sefer Amikna. Pourquoi que Baruch Hu lui a dit de faire ça? C'est pour lui dire que
il y aura encore de l'avenir. Il y a encore un futur qui est promis à Jérusalem. Il y aura des reconstructions. Il y aura des maisons achetées. Tu peux déjà maintenant acheter parce que tu peux être sûr qu'il y aura un retour ici dans 70 ans. Alors vas-y, tu peux investir. Un homme n'investit pas dans quelque chose qui n'existe pas, que dans quelque chose qui est sûr et certain, ce qu'on appelle une valeur sûre. Eh bien, en effet, de là tu apprends que Vaikar et Sefer Amikna, comment il s'appelle, l'acte d'achat, Jérémie, Irmia le prophète, l'a reçu de son oncle Hanamel qui lui a donné ou qui lui a vendu l'appartement. Donc nous voyons qu'il doit le recevoir, ce Sefer Amikna qui appartenait au vendeur. Alors maintenant, la même chose. Habarina Sefer Amikna veleka. Elala mishum de amrinan. Aknuye makneleu. Donc forcément, nous supposons, nous présumons que le vendeur donne de la même façon que le vendeur donne à l'acheteur le papier, comme quoi il lui a vendu la maison, la même chose, l'emprunteur, quand il a, comment il s'appelle, le zaken, a donné à l'emprunteur à faire signer ce shtar alva'a, certainement le zaken a fait cadeau du parchemin à l'emprunteur. Et c'est comme ça qu'ensuite l'emprunteur, il fait signer et il le donne au prêteur. Donc forcément, il y a eu ici une donation, aller, retour, aller, retour. Alors pareil pour la femme, donc tout va bien dans le meilleur des mondes. Amarava ou Maïkouchia, Dinma Zaken Sha'ani, Deyada Leaknouye. Rava réfute la preuve et dit non, ce n'est pas une preuve. Pourquoi? Parce que la femme et le Zaken ne sont pas comparables. Rachid dit le Zaken, regardez le premier Rachid de la page s'il vous plaît. Zaken Sha'ane, Deyada Leaknouye, Sheu Hacham, le Zaken était Hacham, Veyada She'eno Shtar Elaimken Maknehu Lo Legamre, Vegama Dateu Makne. C'est-à-dire qu'étant donné qu'il est sûr et certain que la transaction ne peut pas avoir lieu si on n'écrit pas sur un parchemin qui appartient à l'emprunteur, alors le Zaken, c'est sûr qu'il offrait cadeau son papier à l'emprunteur. Le Zaken qui prêtait, c'est sûr qu'il faisait cadeau, parce qu'il sait que sans cela, ça ne peut pas fonctionner. Mais la femme, elle, regardez, Avalisha, lo yad'a kulehay, velo gamra leaknouye bedata, elabish ela be'alma. Mais la femme, elle ne connaît pas parfaitement cette halakha de devoir écrire sur le guet sur un support qui appartient au mari. Et donc, quand elle lui prête le tableau, peut-être que c'est juste un prêt. Ce qu'on appelle en hébreu, comment ça s'appelle un prêt? She'ela. She'ela. Quand par exemple, je veux emprunter un stylo, Tash'ili et ha'et shelcha. Ani sho'el ve'ata mash'il. Comment on appelle un prêteur d'objets? Mash'il. Un emprunteur, sho'el. Vous savez qu'il y a tout un pérec dans ma série de Baba Metzia qui s'appelle Sho'el, para mehavero. Sho'el, l'emprunteur. Alors, elle, dans sa kavana, c'est qu'elle lui prête le support du guet. Le tableau, elle lui a prêté, mais elle ne lui a pas donné. Parce qu'elle n'est pas censée connaître toutes les halachot de Gittin qu'il faut absolument que ce soit inscrit sur un support qui lui appartient. Alors c'est pour cela que Rava dit, tu compares l'incomparable. Quel rapport entre l'histoire du Zaken et l'histoire de la femme? C'est pas parce qu'on a trouvé une Mishnah dans Masechet Eduyot qui nous a dit que les Hachamim avaient été marchir le shtar alva'a de ce Zaken que forcément le guet aussi ça pourrait marcher. Parce que la femme qui a prêté le tableau à son mari, ce n'est pas dit qu'elle lui a donné cadeau, qu'elle lui a juste prêté pour écrire le guet. Et donc un guet sur un support emprunté, ça ne marche pas. Ok. Alors, Elamara Vameacha, puisque Abaye
qui avait cité la preuve de Masechet Eduyot, a été réfuté par Rava, Rava donne une autre preuve que ça marche. Mais avant d'en arriver là, je voudrais vous faire part d'une grande question de Tosfot. Tosfot pose une question atomique. Ils disent, mais quel rapport entre le guet et l'histoire du Zaken? L'histoire du Zaken, c'était une halva'a, c'était un prêt. Quel rapport avec le Sefer HaMikna? Le Sefer HaMikna de Yirmiya avec son oncle Hanamel qui est parti à Anatot pour acheter un appartement. Là-bas, il a acheté Bishtar. Vous savez qu'est-ce que c'est qu'un shtar? Un shtar, c'est-à-dire que j'écris sur le shtar, moi, Réhouven, je donne à Shimon, ou je vends à Shimon l'appartement. D'accord? Est-ce que je peux faire une donation? Par exemple, j'écris, moi, Réhouven, je donne à Shimon le shtar et je le donne à Shimon. Est-ce que Shimon a acquis? Oui. Il a acquis comment? Mais comment? Par quel kinyan? Comment ça s'appelle en hébreu? On parle ici de kinyan shtar. Alors, comment il acquiert? Il a pris, Il a soulevé le papier. C'est-à-dire que, de la même façon que Ephron, quand il a vendu le Sadeh Marpella à Avram Avinu, il y avait d'abord le kinyan kesef, natati kesef hasadeh karmimeni, mais aussi, il y avait un shtar comme quoi il lui a vendu. Mais ici, c'est beaucoup mieux. Ici, c'est même pas avec l'argent qu'il a acquis. Il a acquis avec le shtar. On peut acquérir un bien immobilier soit avec de l'argent, soit avec un papier. Qu'est-ce qu'on écrit dans le papier? Le vendeur ou le donneur écrit dans le papier, je sous-signais, moi propriétaire de cet appartement, les donné ou bien vendu à monsieur Untel. Et il lui remet le papier. Transaction conclue. On ne peut plus faire marche arrière, même s'il n'a pas payé. Car la transaction immobilière s'est faite avec le shtar. Et le shtar est un moyen de transaction. Donc le shtar en soi, c'est un acte d'acquisition. Alors maintenant, lorsque Irmia a acheté l'appartement chez son oncle, Vaekah et Sefer Hamikna. À qui appartenait le Sefer Hamikna? À qui appartenait le parchemin? À l'oncle de Irmia Navi. Donc quand il lui a donné le papier et que Irmia l'a pris en main, Vaekah et Sefer Hamikna, eh bien il a pris la maison. Il a reçu la maison. Mais dans l'histoire du Zaken, c'est un prêt. Pour un prêt, pourquoi est-ce qu'on fait un shtar? C'est juste une preuve. Donc pour une preuve, qu'est-ce que ça change si le papier il appartient au créancier ou il appartient à l'emprunteur? Ça n'a aucun sens. Pourquoi tu as besoin d'être propriétaire? On a besoin juste d'un témoignage comme quoi tu as emprunté. Il n'y a pas ici de transaction. Quand on a besoin de réaliser une transaction par le biais de ce papier, alors je comprends que le papier il doit appartenir au vendeur, au donneur. C'est la halakha. Mais parce que c'est le papier qui réalise l'action. L'opération, elle a lieu que par le papier. Alors il y a une halakha du papier à qui il doit appartenir. Mais au niveau d'un papier qui ne sert pas de transaction, mais juste de preuve, qu'est-ce que ça change à qui il appartient? C'est la grande question de Tosfot. Vous savez quelle est la réponse de Tosfot? Elle est complexe, mais je vais vous donner une réponse autre, pas celle de Tosfot, qui est beaucoup plus facile. Parce que BMT, on peut débattre au moins 10 minutes, un quart d'heure autour de ce Tosfot, parce qu'il y a plusieurs réponses à cette couchia atomique de Tosfot. Une des réponses, c'est que généralement, lorsque je prête de l'argent à quelqu'un, automatiquement, ces biens sont hypothéqués. Ils sont assujettis. C'est-à-dire, systématiquement, la preuve, c'est que si jamais à un moment donné, il n'a pas de quoi rembourser, alors on saisit les biens immobiliers. Et quel est le din s'il les avait vendus? On peut aller voir l'acheteur et récupérer, c'est-à-dire on va saisir l'acheteur. Comment ça se fait qu'on peut saisir l'acheteur, mais pourtant lui il a déjà acheté avant? Réponse, depuis le moment du prêt, c'est comme si le créancier a déjà acheté ses biens avant l'acheteur. Seulement il n'a pas acheté concrètement, il a acheté potentiellement.
que si jamais il ne va pas lui payer de l'argent pour le rembourser, eh bien il pourra prendre ce bien. Ce bien, c'est comme s'il lui avait déjà été vendu. Étant donné que toute dette, toute créance entraîne une hypothèque tacite, c'est considéré comme une vente. C'est comme si l'emprunteur vendait ses biens au prêteur. Alors, à qui doit appartenir le papier? À qui? À l'emprunteur, car c'est l'emprunteur qui donne ses biens immobiliers au prêteur. Donc, c'est comme le Sefer HaMikna de Irmia. Comme l'oncle de Jérémie lui a donné le Sefer HaMikna et Irmia a reçu en main propre le papier de son oncle, la même chose, l'emprunteur donne au créancier ses biens immobiliers, eh bien c'est à lui d'écrire sur son papier à lui. Alors c'est pour cela qu'on a une superbe preuve du Zaken qui donnait à tous ses emprunteurs le papier. Alors qu'est-ce qu'on avait besoin? Tosfot pose la question, mais qu'est-ce qu'on a besoin d'être propriétaire? On n'a pas besoin d'être propriétaire pour une preuve, c'est pas une transaction. Oui, c'est une transaction. Car au travers du prêt, il y a automatiquement une hypothèque. Une hypothèque, c'est comme une vente. Parce que c'est un droit de saisie qui est considéré comme une vente potentielle. La preuve, c'est que même s'il y avait des acheteurs qui ont acheté après l'heure du prêt, eh bien, le créancier peut aller les saisir comme s'il est acheteur avant l'acheteur. Ok. Je ferme la parenthèse pour revenir à Rava, qui, lui, a réfuté cette preuve de Abaye en disant « Mais quel rapport entre le Zaken et la femme? Tu m'apportes une histoire du Zaken, mais le Zaken il est Chacham, et il sait qu'il faut faire Kinyan, mais la femme qui dit qu'elle est au courant de tout cela et qu'elle est convaincue. » C'est pour cela que on aura besoin d'une autre preuve. Et la Amarava Mehacha Arev Ayotse Leachar Hitum Shtarot Gove Minechasim Meshurbadim. Il y a une Mishnah dans Masechet Baba Batra, Daf Kuf Ain He. La Mishnah nous dit que Arev, vous savez c'est quoi Arev? Bravo! Un Arev, c'est un garant. Alors, le garant qui a signé, en général, le garant, quand est-ce qu'il signe? Il signe avant. Pardon, excusez-moi, même pas il signe, il n'a même pas besoin de signer. Juste devant deux témoins, il prend sur lui l'engagement de se porter caution. Qu'est-ce que c'est qu'un garant? Un garant, c'est par exemple quelqu'un qui va dire « Moi, Réhouven, je prête de l'argent à Shimon avec la caution de Lévi. Lévi a dit que si Shimon n'a pas d'argent pour me rembourser, eh bien, je m'adresse à lui et s'il n'a pas... Je vais même le saisir, même si... Admettons, regardez, Rabotai. Écoutez ce que je vais vous dire. Le Harev, imaginons, je vais chez Shimon, il n'a pas d'argent. Pas solvable, je vais voir le Harev. Le Harev aussi, il a fait faillite. Mais le Harev, il était riche à l'époque. Où sont tes biens immobiliers, monsieur Harev? Je les ai vendus à X, Y, Z. Qu'est-ce que je fais? Moi, je vais chez X et je lui dis, monsieur, toi, tu as acheté un bien immobilier du Harev qui s'était engagé pour le remboursement de Shimon. D'accord? Donc, je vais chez l'acheteur de Lévi pour le saisir. À Rabotaï, ça dépend. Je vous pose une question. Quel est le din si le Harev n'a pas été mentionné avant la signature des deux témoins du prêt? Il a été mentionné qu'après. Je m'explique. Normalement, le Harev, il écrit en haut. En haut, il y a écrit Réhouven a prêté de l'argent à Shimon et Lévi et le Harev. Signé deux témoins. Là maintenant, regardez comment ça a été écrit. Réhouven a prêté de l'argent à Shimon. Signé deux témoins. En dessous, le Harev s'est engagé. Et voilà, il lui donne le papier. Rabotaï, quel est le din dans ce cas? Si jamais le Harev a fait faillite, il n'a plus... Il ne peut rien faire l'autre. À mon avis, c'est des Il témoins. ne peut rien faire. C'est terminé, il a Alors, perdu. très très bien. Il ne peut pas se retourner On contre lui. ne peut prélever et on ne peut saisir que les biens immobiliers qui sont chez le Harev, mais pas les biens immobiliers qu'il a vendus. Ça s'appelle Gove mi bene horin velo mina meshorbadim. On peut lui saisir que les biens disponibles, mais pas les biens déjà vendus. Pourquoi? Parce que la signature, elle n'est qu'après L'engagement. après la signature. L'engagement
de se porter caution, l'engagement de se porter garant, ça n'a eu lieu qu'après la signature écrite. Mais il y avait eu 2 témoins visuels qui ont vu, qu'il a dit, moi je me porte caution. Et on a même inscrit, mais ça n'a pas été signé. Rabotaï, qu'est-ce qui peut me dire quelle est la différence entre un engagement oral et signé? S'il avait été signé, vous auriez peut-être pu se retourner contre ceux qui avaient pris le... S'il y a une signature sur la caution, alors on peut aller même saisir les acheteurs. En leur disant, monsieur, tu as acheté un bien hypothéqué, mais dans la mesure où on n'a pas de signataires qui témoignent là-dessus, ils sont des témoins, mais oral, verbal, c'est-à-dire ils ont vu, qu'il a dit, je m'engage, je me porte caution. Et on a même écrit, mais ça n'a pas été signé. Rabotaï, il faut savoir une chose. Pourquoi les Hakramim ont dit que c'est seulement des prêts signés, des prêts écrits et signés, qui donnent le droit de l'hypothèque à tel point, pas seulement l'hypothèque, ils donnent le droit, même carrément, d'aller saisir les acheteurs. Vous savez pourquoi? Ça, on l'avait déjà dit une fois. Monsieur, tu l'avais entendu, tu le savais, qu'il était endetté, tu savais que ses biens étaient hypothéqués, tout de même tu as acheté, tu as pris le risque, tant pis pour toi. Mais c'est seulement si la personne qui a acheté était censée le savoir. Mais comment un acheteur est censé savoir que le bonhomme est endetté? C'est seulement s'il y a des échos. Et comment il y a des échos? C'est seulement lorsqu'il y a des signataires qui ont signé sur ce prêt. Car ce sont les signataires qui font du bruit. Mais quand il n'y a pas de signature, il n'y a pas de bruit. Voilà pourquoi on ne peut pas saisir les acheteurs lorsque les pauvres, ils ne sont pas censés avoir eu écho de ce prêt. Alors là, ils ont eu écho du prêt, mais ils n'ont pas eu écho de la caution. Personne n'a entendu parler du Harev. Personne ne savait. Allez, pourtant le Harev, il est écrit. Oui, il est écrit, mais il n'y a pas eu de signature sur cet engagement. Donc, on ne peut prendre du Harev, on ne peut lui saisir que les biens immobiliers disponibles, mais pas les biens immobiliers déjà vendus. Ok. Alors, quel est le rapport à Botaï? Quel est le rapport? On va voir, celui qui me donne l'explication ici, il reçoit 10 000 shekels. Quel est le rapport avec notre histoire? Vous savez qu'est-ce qu'on recherche? Est-ce que quelqu'un n'a pas perdu de vue qu'est-ce qu'on recherche? Bravo! Est-ce que la femme, quand elle a donné son tableau au mari, et que le mari a écrit le guet dessus, et qu'il lui a donné, est-ce que Mehmet, elle lui a fait cadeau du tableau pour l'écrire et ensuite lui a donné, ou bien elle lui a juste prêté, pas donné? Parce que dans l'esprit de la femme, il n'y a pas donné, elle lui prête. Alors, on avait un doute, est-ce qu'elle lui donne ou elle lui prête? Elle lui donne ou elle prête? Maintenant, comment est-ce que d'ici, on veut démontrer quelque chose? Quelle est la preuve? Voilà, on a cité une Mishnah, Maseret Baba Batra. Arev, Hayotse, Leachak, Hitum, Shtarot, Govem, Inechassim, Benechorim. Expliquez-moi ça. Allez, les 15 secondes sont passées, langue gauche. Allez, Rabotaï, la réponse est la suivante. La preuve, elle est lumineuse et mielleuse. La Mishnah dans Maseret Baba Batra te dit, si le Harev a engagé sa personne, sa responsabilité par rapport à ce prêt, quand est-ce qu'il a écrit ça? Il a écrit ça après la signature des 2 Edim. On a dit dans ce cas-là, puisque la signature n'est pas après l'engagement du garant, mais avant l'engagement du garant, c'est ce qui fait toute la différence entre Benechorin ou Meshorbadim. Est-ce que si jamais l'emprunteur n'a pas d'argent, il n'est pas solvable, on va aller voir le Harev n'a pas d'argent pour rembourser, on peut saisir que ces biens immobiliers disponibles, Benechorim, mais on ne peut pas aller chez ses clients qui ont acheté des biens immobiliers. Par exemple, si lui, il a tout vendu et il ne reste plus de biens immobiliers, on ne peut pas aller saisir l'acheteur
Pourquoi? Parce que la caution, elle n'a été portée qu'après la signature des signataires. D'accord. Rabotaï, mais on peut tout de même saisir les biens immobiliers du Harev. Ça s'appelle Benehorin. Tu peux quand même saisir les Benehorin. Comment tu peux saisir les Benehorin? Parce que ça se trouve, parce que il a engagé. Lui, le Harev, il a dit, je m'engage. Il a écrit sur quel papier? À qui appartenait le papier au moment où il a écrit je m'engage? Au créancier. À qui? Au prêteur, bravo. Car après la signature, qu'est-ce qu'a fait l'emprunteur après la signature des deux témoins? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné le papier au prêteur. Alors maintenant, le papier, à qui il est? Au prêteur. Maintenant, une fois qu'il est au prêteur, l'autre, il a écrit son engagement. Je m'engage, je me porte caution. Moi, le Harev, moi le garant, je me porte caution. Quand est-ce qu'il a écrit ça? Après que le papier appartenait à qui? Au créancier. Au créancier. Alors comment l'engagement du Harev a une importance quelconque? Mais c'est zéro, c'est nul, car il a écrit sur un papier qui n'est pas à lui. Il a écrit sur le papier du créancier. Alors comment sa caution est une caution? Si tu dis que la caution est une caution et que l'engagement est un engagement à tel point qu'on peut lui saisir les biens immobiliers, les Benehorin, ça veut dire que son engagement est considéré comme valide. Mais il a écrit un engagement que sur un papier qui n'est pas à lui. Mashma que on considère que de manière tacite, le créancier lui a donné cadeau le papier pour écrire son engagement. Regarde. Donc de là, on déduit. Si l'engagement est un engagement valide, ça veut dire que le Harev a écrit un engagement sur un papier du Harev. Mais comment il a écrit sur un papier du Harev? Mais c'était un papier du créancier. Donc il faut imaginer que dans les non-dits, qu'est-ce qu'on doit imaginer? Que comme s'il lui avait dit, je te donne cadeau ce papier pour inscrire ton engagement de garantie, de caution, et qu'ensuite tu me donnes ce papier. Donc, le créancier donne au garant et le garant donne au créancier. Vous entendez le va-et-vient du papier? Le papier, s'il n'appartient pas au garant, son engagement d'être garant n'est pas valide, n'est pas valable. Si tu vois que c'est valide, c'est que forcément, il lui a donné cadeau le papier. Et pourtant, on ne parle pas ici d'un Talmid Chacham. On parle de n'importe qui. On ne parle pas des gens qui sont intelligents, qui ont fait le Daf Yomi, qui sont venus, qui ont appris, voilà, aujourd'hui on a appris qu'il fallait être propriétaire du papier. On ne parle pas de ça. On parle de n'importe qui. Et ça marche. Ça veut dire que on suppose que toute personne qui souhaite faire les choses de manière valide, eh bien, elle veut que les choses se passent comme il se doit. Et donc, même sans le dire, il va sans dire que le créancier, il donne au Harev le papier, le Harev écrit son engagement, et ensuite il lui redonne le papier. C'est bien la même chose, la femme, quand elle donne comment on appelle ça, le tableau, certainement elle lui donne cadeau pour qu'il écrive le guet, et ensuite il lui donne à elle le tableau. Ça veut dire que même les non-dits sont considérés comme des déclarations explicites. Alors, Ravashi dit à Rava, je ne suis pas d'accord. Amar Ravashi, Maïkouchia, Dilma Gavra, Sha'ane, Deyada Leaknouye. C'est-à-dire, ok, tu m'as parlé d'un créancier, mais peut-être que le créancier en question, c'est un homme. Un homme, plus ou moins, il connaît les halachot, c'est-à-dire, pas seulement qu'il connaît les halachot, il a beaucoup d'expérience en matière de commerce. Un homme, pour sa parnassa, fait que du commerce. Acheter, vendre, acheter, vendre. Donc il s'y connaît dans ces histoires. Il sait que pour que le shtar soit valide, il faut en être le propriétaire. Alors automatiquement, même dans les non-dits, il y a des choses qui se disent implicitement. On a compris que le bonhomme, quand il a donné au Harev le papier,
il lui a donné cadeau pour qu'il inscrive son engagement. Sinon, ça ne va pas marcher. Et pourquoi tu dis que certainement il lui a donné cadeau? Eh bien parce que c'est un homme. Et un homme est expérimenté en matière de commerce. La réponse, elle est claire, limpide comme l'eau de roche. C'est que, étant donné qu'un homme est, comment on appelle ça, il est avisé, un homme averti en vaut deux. Et de ce fait, c'est sûr que quand il a donné au Harev le papier, il lui a fait cadeau parce qu'il voulait que ça puisse être valide. Mais la femme, qui elle n'a pas l'habitude de ce genre de transaction, comment tu peux supposer, imaginer que quand elle lui a donné le tableau pour écrire le guet dessus, certainement elle lui a fait cadeau pour qu'il puisse écrire le guet sur un papier qui est à lui. Mais une femme, on n'a pas la certitude qu'elle avait cette kavana de lui offrir cadeau. Et la maravashi mehacha, haisha kotevet et gita, ve'aish kotevet shovaro. Shen kiyum aget ela bechotmav. Ravashi finalement nous cite une Mishnah, on verra plus tard dans Daf Kaf Bet et dans la Sérité Douyot, qui dit que la femme peut écrire son guet et l'homme peut écrire son shovar. Normalement, c'est l'homme qui écrit le guet. Et c'est la femme qui écrit le shovar. Et c'est la femme qui écrit le shovar. C'est quoi le shovar? C'est un reçu. Comme quoi elle a déjà perçu sa ketouba. Quand le mari paye la ketouba après le divorce, il donne à la femme cet argent. La femme doit lui écrire un reçu. Comme quoi elle a touché la ketouba. Donc d'abord, le mari, c'est lui qui écrit le guet. Il donne à la femme. Et ensuite, il paye la ketouba. Et la femme écrit un shovar, un reçu, comme quoi elle a touché la ketouba, et elle donne au mari. Chacun donne à l'autre. Lui donne le guet, et il paye la ketouba, et ensuite, elle lui donne un reçu. Et là, maintenant, la Mishnah nous dit que l'écriture elle-même peut se faire à l'envers, le monde à l'envers. Au lieu que ce soit l'homme qui écrive le guet et qu'il donne à sa femme, c'est la femme qui écrit le guet, elle le donne à l'homme pour lui redonner. Et inversement, au lieu que ce soit la femme qui écrive le shovar pour dire « j'atteste avoir touché et perçu l'argent d'Aketouba », c'est le mari qui écrit le shovar au nom de la femme et il dit « moi, madame », le mari qui écrit « moi, madame Untel, ai reçu de monsieur Untel », et il lui donne pour faire signer et lui rendre. Alors maintenant, qu'est-ce que nous dit la Mishnah? Ça marche. Pourquoi? Parce que le Kiyum Ashtar, c'est par le signature. On s'en fiche de l'écriture. Qui a écrit, peu importe. Car toute la validité d'un shtar, c'est la signature. Puisque finalement, qui a fait signer le shovar? C'est la femme, c'est pas l'homme. Qui a fait signer le guet? C'est l'homme, c'est pas la femme. Étant donné qu'au moment de la signature, le papier se trouvait chez qui de droit, alors tout va bien. Alors maintenant, on peut parler d'après Rabbi Meir. D'après Rabbi Meir, c'est beaucoup plus simple. Car Rabbi Meir qui dit « Aide hatima karte », les choses sont limpides comme l'eau de roche. En effet, toute la validité d'un guet, c'est la signature des deux témoins. Donc en effet, même si l'écriture a été faite par la femme, en quoi ça nous gêne? Nullement. Ça nous gêne nullement. Pourquoi? Parce qu'au moment de la signature, elle lui avait déjà remis le guet qu'il a fait signer et ensuite il lui a donné à sa femme. Et pareil, pour la ketouba, lui il a écrit parce qu'elle ne savait pas écrire. Donc madame, elle écrit « je sous-signais madame X » et touché la ketouba. Il lui remet, elle fait signer et elle lui redonne. Tout va bien. Mais si on disait que l'auteur de cette Mishnah, c'est Rabbi Elazar, alors là, on est confronté à une difficulté. Comment se fait-il que le guet qu'elle a écrit serait cachère? Mais c'est à lui à écrire le guet. La Torah, elle a écrit Vekatar. En général, comment ça fonctionne? Pourquoi, d'après Rabbi Elazar, l'écriture du sofer est cachère? Mais c'est le mari qui doit écrire. Les katabla, c'est écrit tout. Venatan Biada, c'est lui qui divorce.
Mais il faut dire que le sofer, étant donné qu'il agit sur la demande du mari, donc il a été mandaté par le mari, donc le sofer a un statut de shaliach shlocho shel adam kemoto. Puisque le sofer est mandaté par le mari, donc la main du sofer, c'est la main du mari, tout va bien. Mais dans la mesure où c'est la femme qui écrit, comment est-ce qu'elle a pu agir? Eh bien, pareillement, elle était shaliach du mari. C'est comme ça que les Mefarshim expliquent qu'elle était shaliach du mari pour écrire. Il était analphabète. Elle a écrit le guet à sa place. Ensuite, elle lui a donné le papier et l'écriture cadeau pour le lui remettre. À Edé Messira Carté, il y a 2 témoins visuels. Chez En Haget, En Kiomaget et la Bechotma. Mais malgré tout, même d'après Rabbi Elazar, le guet, il doit être signé. Mais cette signature, elle n'est pas nécessaire pour le Girushin, pour la rupture même. Mais c'est juste pour qu'elle s'en serve comme preuve, comme quoi elle a divorcé. Si un jour elle veut se remarier, il faut qu'elle montre au Beddin le guet qui lui a servi de Girushin, parce que c'est soit qu'elle a une attestation, soit, ce qu'on appelle attestation, ça s'appelle Maaseh Haget, soit le guet lui-même lui sert de preuve. Et d'ailleurs, d'après Rabbi Elazar, comme on a vu dans le Daf Bet, Amoud Bet, Rabbi Elazar disait que pourquoi est-ce que les Edim signent le guet, pourtant ça suffit les témoins visuels, c'est vrai que pour prouver plus tard qu'elle a divorcé. Alors, puisqu'il faut une signature, au moment de la signature, la femme a donné le guet au mari, elle a écrit, elle lui a donné, lui il a fait signer, il a rendu à la femme en disant voilà ton guet, et c'est comme ça qu'il a divorcé. Qu'est-ce qui me gêne dans ce pirouche, c'est que comment une femme peut écrire, étant donné que nous avons normalement une règle de Vekata Venatan. C'est celui qui est apte à donner, qui est apte à écrire. Or, la femme n'est pas apte à donner, car une femme ne peut pas donner un guet à quiconque. Elle reçoit le guet, elle ne donne pas le guet. Si elle n'est pas apte à Venatan, comment elle peut être apte avec Atav? Logiquement, on ne peut pas nommer Shaliach quelqu'un qui n'est pas concerné par les dinim de Gitin et Kiddushin. Sauf si on dirait qu'après tout, elle est concernée par les lois du divorce, puisque elle divorce elle-même. Ça veut dire elle reçoit un guet pour divorcer. Alors, à ce titre-là, peut-être qu'elle est apte aussi avec Atav. C'est matière à discussion, mais en tout cas, si on disait ici que ça va d'après Rabbi Meir, c'est limpide comme l'eau de roche, parce que la signature, c'est ce qui donne toute la validité au guet. Donc elle a écrit, mais elle n'a pas signé, elle n'a pas fait signer, c'est le mari qui a fait signer. Quand est-ce que le mari a fait signer? Quand elle lui a donné le papier qu'elle a écrit, cadeau. Si on dit que cette femme-là, elle est une machine à écrire, elle n'est pas celle qui a fait Manhattan. Machina, que ça veut dire que à partir du moment où il lui a donné à écrire, c'est comme si lui, il écrivait. Et donc, il n'y a pas de problème à ce problème-là. Là, on joue sur les mots. Il faut que celui qui écrit, il donne. Oui, c'est vrai. Il faut que celui qui écrit, le mari, il doit donner. Donc, on est dans les adaptations. Je vous pose la question. Si le mari donne à un goy à écrire le guet. Non, c'est différent ici. Pourquoi c'est différent? Parce que lui, attendez. Là, répondez à ma question. Je réponds, parce que le goy, lui, il n'a pas le problème de divorce, de minatora, il ne rentre pas dans ce cas-là. Très bien. Alors, c'est pas le cas de la femme. Pourquoi? Attendez, elle rentre. C'est vrai que normalement c'est le mari qui doit le faire, mais elle est dans le cadre du divorce. Mais qu'est-ce que ça change être dans le cadre du divorce ou pas? Ça change beaucoup, parce que quand tu n'es pas dans le cadre religieux, tout ce que tu fais, ça vaut rien de toute façon pour un goy, parce qu'il a écrit un guet. Donc vous voyez qu'il faut être dans le cadre de 3 points de suspension pour être habilité à être shaliach. La femme n'est pas dans le cadre de Venatan. Alors comment elle peut être dans le cadre de Vekatav? Si elle n'est pas apte à Venatan, parce que jamais une femme ne peut divorcer une femme. Alors, n'est-ce pas? Donc une femme ne peut pas donner un guet. Une femme ne peut que recevoir le guet. Alors comment elle peut écrire un guet, puisque Vekata Venatan? Ça c'est vrai. Oui,
C'est pour cela que je vous dis que ce n'est pas évident du tout de comprendre. C'est ce qui me gêne. Il y a le Tosfot qui est très beau, Tosfot en Daf Kasbet Amoudbet, qui développe ce sujet. Donc c'est là où se trouve tout le débat à ce propos. Alors je répète et je résume. Si on dit que ça va d'après Rabbi Meir, alors la question ne se pose même pas. Car l'écriture, peu importe que ce soit la femme qui a écrit, le principal c'est que c'est l'homme qui est fait signer. Et à ce moment-là, il était propriétaire du papier, car la femme, quand elle a écrit sur son papier à elle, mais ensuite au moment de la signature, elle a donné le papier à l'homme. Donc d'après Rabbi Meir, la question ne se pose pas. Mais d'après Rabbi Elazar, la question se pose d'après Rabbi Elazar. Même d'après Rabbi Elazar, il y a des Mefarshim qui disent qu'en tant que chaliar du mari, elle est apte à écrire, ce n'est qu'au moment de la signature qu'elle va lui donner, donc lui va faire signer, et ensuite il va lui donner le papier, et donc tout va bien. Alors maintenant, Rabotai, vous avez compris le point de chute de toute l'histoire. Notre recherche était de savoir, est-ce qu'une femme est habilitée? Plutôt, est-ce qu'une femme, quand elle donne, est-ce qu'elle donne avec une kavana de donner, ou bien est-ce qu'elle donne avec une kavana de prêter et pas donner? Réponse, c'est sûr qu'elle donne avec une kavana de donner, parce que sinon, le divorce n'aurait pas eu lieu. Or, la Mishnah nous dit que le divorce est valide quand la femme a écrit et qu'elle a donné à son mari le papier à lui remettre en retour. Une Ragouna qui pleure depuis 25 ans qu'elle veut son guette, quand il lui a dit « alors écris-le », elle a sauté sur l'occasion. Amarava, katabla get untano beyad avdo. S'il lui a écrit le get et il a donné à son eved kenaani, le katabla shtar matana alav, kenaato ou midgareshetbo. Maintenant, imaginons le cas suivant. Réhouven et Léa. Réhouven voulait donner le get à Léa. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son eved kenaani et il lui a donné le get. Non, il n'a pas écrit sur la main du Haved Kenan. Il a pris un get, il a écrit le get. Et il a appelé son Haved Kenan, il lui a dit viens. Il lui a dit toi tu vas être le shaliach. Mais en fait, il ne peut pas être shaliach puisque lui-même n'est pas concerné par les lois du divorce. Il n'y a ni mariage ni divorce avec les Avadim Kenanim, donc il ne peut pas être shaliach. Mais regardez ce qu'il va faire. Il va donner ce Haved Kenani cadeau à sa femme. Donc il va lui mettre le guet dans la main. Dans la main droite, il lui met un guet. Dans la main gauche, il lui met un shtar où il écrit « Moi, Réhouven, offre cadeau à ma femme Léa, ce Eved Kenaani. » Lorsque le Eved Kenaani vient, il lui donne à la femme le shtar du nom. C'est-à-dire comme quoi elle a acquis le Eved Kenaani. Dès qu'elle a acquis le Eved Kenaani, elle a acquis deux choses en même temps. Elle a acquis le Eved Kenaani et le get qui est dans sa main. Donc je répète, il lui a mis dans la main droite le get, dans la main gauche le shtar kinyan, le shtar cadeau, qui lui offre le Eved Kenaani lui-même en shtar. C'est possible. Il devient la propriété de la femme. Oui. Moi, par exemple, si moi je veux offrir un Eved Kenaani à quelqu'un, comment je fais? Je lui écris, j'ai écrit un shtar, moi Réhouven, offre cadeau à Shimon, mon Eved Kenaani. Dès que je lui donne le papier, le Eved Kenaani lui appartient. C'est ce qui s'est passé. Alors maintenant, il a écrit le shtar cadeau du Eved Kenaani. Dans la main du Eved Kenaani. Il dit au Eved Kenaani, va chez elle, donne-lui ce papier. Donc il lui donne d'abord le papier de la main gauche. C'est quoi? Un papier où il y a écrit un shtar. Réhouven a offert à Léa le Eved Kenaani. Maintenant, dès qu'elle a reçu le Eved Kenaani, à qui il appartient? À elle. Très très bien. Qu'est-ce qu'il y a dans la main droite du Eved Kenaani? Un get. Alors elle a acquis. Alors écoutez bien, il a acquis deux choses en même temps. Il a acquis le Eved Kenaani, elle a acquis, pardon, le Eved Kenaani, elle a acquis le get. En même temps. Je répète. Amarava, katav la get unetano biad abdo, ve katav la shtar matana alav, kenaato mitgareshet bo. Alors, Rabotai, comment
est-ce elle est devenue propriétaire du guet? Certes, elle est devenue propriétaire du Eved Kenaani, mais comment elle est devenue propriétaire du guet? Parce que le Canaani se trouve dans son Hatzer à elle, il se trouve dans son reshoot à elle maintenant. C'est comme s'il lui a jeté Le mari, il lui transmet plus. Comme s'il lui a jeté le guet dans la l'esclave, il lui appartient à elle. Alors, écoutez bien ça. C'est comme si elle a pris le guet. Non, on ne peut pas dire ça. Parce que lui n'est pas Shaliach. Le guet est dans les mains. Alors comment elle a pris le guet? Comme le guet est entre les mains du Haeved, et que ce Haeved se trouve dans ce reshoot, c'est comme s'il est mis dans sa main. Pourquoi? Comment c'est devenu dans sa main? Mais c'est pas bon. Il est à elle maintenant. Mais c'est pas bon. Il est à elle, le Eved Le Kenaani. papier qui est dans la main du Haeved, et maintenant elle a reçu. Moi, je vous pose une question. Oui. Maintenant, vous avez un chien dans la rue. D'accord? Quelqu'un vous pose un objet sur votre chien. Et il vous dit, voilà, j'ai posé un objet que je voulais vous offrir cadeau, je l'ai posé sur votre chien. Est-ce que vous êtes conné? Alors maintenant, le Eved Kenaani, à quel titre elle va être kona? Alors regardez ce que la Gemara veut dire. La Gemara veut dire que le Eved Kenaani, peut-être qu'il est considéré comme son Hatzer à elle. Vous savez qu'est-ce que c'est que Kinyan Hatzer? Vous avez déjà entendu? Regardez, je prends un objet, mon téléphone, moi je suis venu chez vous, je viens chez vous et je discute avec vous. Je prends un café avec vous. Allez, on prend un café, cigarette, bonjour, comment ça va? Et chemin faisant, en parlant, je dis, oh il est beau ton téléphone. Il me dit, le bonhomme me dit, il est beau ton téléphone. Je dis, ouais, c'est le dernier cri. Vous le voulez? Ah oui, je veux bien l'acheter. Ah, écoute, 10 000 shekels, je veux bien. Allez, banco. Mais il n'a pas touché le téléphone, il n'a pas soulevé. Est-ce qu'il a acheté, oui ou non? Non. Oui, il a acheté. Comment ça se fait? Car il était posé dans sa maison. Dès qu'il est posé dans la maison et il y a un accord verbal plus posé dans la maison, ça s'appelle Kinyan Hatzer. Un objet qui est posé chez moi et je veux l'acquérir et le vendeur veut me le vendre, eh bien sans faire aucune action, tout va bien. C'est le seul Kinyan qui se fait sans rien faire. Rien faire, juste poser. Eh bien, ça s'appelle Kinyan Hatzer. Figurez-vous que le Eved Kenaani, c'est comme un terrain. Il est comme un terrain, comme c'est écrit d'ailleurs, c'est comme une ahouza. Et donc maintenant, le guet posé dans la main du Eved Kenaani, c'est comme un guet posé dans la main du Hatzer. Et à qui il appartient ce Hatzer? Il appartenait au mari, désormais il appartient à la femme. Eh bien, c'est comme posé dans le Hatzer de la femme. Allez chercher. Rabotai, maintenant la Gemara dit, c'est bien beau, mais il y a un problème. Lequel? C'est que c'est un Hatzer mobile. Mobile Hatzer, mobile home. Mobile Hatzer, quand est-ce que un Hatzer, il est connu quand c'est un Hatzer de la Naïde, qui est fixe, qui ne bouge pas. Mais un Hatzer qui bouge, eh bien, c'est un problème. Ça s'appelle Hatzer Me'alecheti. Et Rava nous a enseigné que Hatzer Me'alechet, ça ne marche pas comme ça dit Rashi. Dans ma Masechet Baba Metzia Daftet Amoudbet, Rava lui-même nous a dit qu'un Hatzer mobile, ça ne marche pas. Alors là aussi, c'est un Hatzer mobile. Vechitema Be'omed. Et si tu vas me dire que le Eved Kenaani ne bougeait pas à ce moment-là, Ve'amar Rava Kol She'ilu Mehalech Lokana, Omed Ve'oshev Lokana. Si en marchant, il n'acquiert pas, eh bien, même en se tenant immobile, il n'acquiert pas. Potentiellement, il peut bouger, ça s'appelle mobile. Alors, il n'acquiert pas. La Gemara répond, Ve'il cheta bekafut. Qu'est-ce que ça veut dire bekafut? Kafut, c'est quoi kafut? Attaché, bravo. Ligoté, le Hatzer, pardon, le Eved Kenaani, il était ligoté. On l'a attaché avec une bande, il ne peut plus bouger, il était comme un thon, comme ça. Et le guet, il est posé sur lui. Donc, un guet qui est posé sur un Eved Kenaani Kafut, eh bien, tout va bien dans le meilleur des mondes, parce que c'est un Hatzer immobile. Même s'il veut bouger, il ne peut plus bouger. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle un cas d'école. D'accord? Si tu veux trouver un Eved Kenaani qui peut faire office de Hatzer immobile, et donc l'acquisition est valable au niveau du guet, qui est posé sur lui, c'est quand il est Kafut, ligoté. Ve'amar Rava Katav lahget ve'natno behatzero.
Et Katabla Shtar Matana Alav Kenato Midgare Shelbo. Rava enseigne une autre halakha qui est similaire, mais elle est plus facile celle-là à comprendre cette halakha. Reuven est propriétaire d'un Hatzer. Il dit à sa femme, écoute, moi j'ai mis le guet dans le Hatzer, mais le Hatzer il est à moi, il n'est pas à toi. Tu sais quoi? Prends un shtar, je te fais cadeau le Hatzer. Donc maintenant il est divorcé. Avec le cadeau qu'il lui a fait, c'est un cadeau empoisonné. Pourquoi? Parce que dès qu'il lui a donné le shtar matana du Hatzer, mon Hatzer je te le donne, qu'est-ce qu'il y avait dans le Hatzer? Le guet. Alors elle a un guet maintenant dans son Hatzer, divorcé. Elle a acquis le guet, elle est divorcée. Ça c'est plus facile. La Gemara à tel point elle pose la question, elle dit je comprends pas. Pourquoi Rava il se répète? Il m'a donné la halakha au niveau du Hatzer, il m'a donné la halakha au niveau du Eved Kenaani qui est ligoté, qui est kafout. Ça revient en même. La Gemara dit, Utsricha, on avait besoin d'enseigner ce double enseignement. De Iashmo Indan Eved Avamina Davka Eved, Aval Hatzer Ligzor Mishum Hatzer Abba Le Harmikan. Il fallait nous le dire. Pourquoi? Parce que si on nous avait enseigné uniquement le din du Hatzer, alors, le din du Eved Kenaani, j'aurais dit, bon, le Eved Kenaani, ça marche. Mais le Hatzer, ça ne marcherait pas. Pourquoi? Gzera. Imaginons que ce soit Hatzer à Baal et à Harmikan. Imaginons qu'il y ait Reuven, Shimon et Léa. Reuven a posé le Hatzer, a posé le guet dans le Hatzer de Shimon. Excusez-moi. Reuven a posé le guet dans le Hatzer de Reuven. Ensuite, Reuven a donné cadeau le Hatzer à qui? À Shimon. Ensuite, Shimon a donné le Hatzer cadeau à Léa. Est-ce que ça marche? Voilà. Tout ça pourquoi? Pour qu'elle puisse prendre le guet pour elle. Il lui était adressé. Ouais. C'est le Hatzer qui est maintenant devenu le Kéli pour pouvoir prendre le guet. Bravo. Je répète. Reuven, écoutez-moi bien maintenant. Reuven a un Hatzer. Il pose le guet dans le Hatzer. Et il donne le Hatzer cadeau à sa femme. Est-ce qu'elle est divorcée? Oui. Maintenant, quel est le din? Si Reuven met le guet dans son Hatzer, il donne son Hatzer cadeau à Shimon. Et Shimon donne le Hatzer à Léa. Et Shimon donne le Hatzer cadeau à Léa. Mais il n'a pas le guet. Mais il y a dedans le guet. Il y a dedans le guet. Oui, non, mais il lui donne. Il est ni chaliar pour le guet. Vous me dites oui, vous dites non. Pourquoi oui, pourquoi non? Parce qu'il n'est pas chaliar pour le guet. Il n'est pas chaliar. Il est passé de la propriété de sa femme à la propriété. Bravo. Ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Car il faut aller directement de Reuven le mari à Léa. Or ici, c'est passé par Shimon. Shimon n'est pas le mari pour divorcer. Donc, étant donné que le guet qu'elle a reçu, elle n'a pas reçu de Reuven, elle a reçu de Shimon, évidemment qu'elle n'est pas divorcée. Alors, et c'est ça le risque. Étant donné que ça ressemble au premier cas, alors on aurait pu croire que Hachamim interdirait de divorcer, même directement, de peur qu'il le fasse aussi indirectement. Ce qu'on appelle Hatzer Haba'a le Ahar Mikan. Hatzera Haba'a le Ahar Mikan. Qu'est-ce que ça veut dire Hatzera Haba'a le Ahar Mikan? Au lieu que ce soit Reuven qui mette le guet dans son Hatzer, qu'il donne directement le Hatzer à Léa, eh bien, il a donné le Hatzer à Shimon, et Shimon a donné à Léa. De peur qu'il y ait une confusion, et que les gens croient que de la même façon que ce guet-là, en direct, ça marche, eh bien, même en indirect, ça marcherait. Alors, ça peut prêter à confusion. On aurait pu croire que les Hachamim interdiraient, même en direct, de peur qu'on le fasse de manière indirecte. C'est pour cela que Rava te dit, non, c'est cachère. Les Hachamim n'ont pas établi de barrière. Ils n'ont pas mis de barrière de sécurité, ils n'ont pas craint cette confusion. Les gens savent très bien que indirectement c'est assourd, donc ils ne vont pas le faire. Et si on nous avait enseigné que le din du Hatzer et on ne nous avait pas enseigné le din du Eved Kenaani, on aurait pu penser qu'un Eved Kenaani c'est pas bon. Pourquoi? Parce que même quand tu l'as ligoté, ok, il est ligoté. Mais après, les gens ils vont dire quelle différence, ligoté, pas ligoté. Alors après, ils vont se permettre de donner le guet à la femme, même par le biais d'un Eved Kenaani, non ligoté.
Et parce qu'ils vont pas comprendre c'est quoi cette histoire de ligotage là, cette ligature, c'est quoi ce truc? Eh bien, ils vont pas comprendre. C'est pour cela qu'il y a un risque de confusion. Alors on aurait pu croire que même les Hachamim vont interdire de donner le guet à une femme par le biais d'un Eved Kenaani ligoté, de peur qu'on lui donne même quand il n'est pas ligoté. Kadash Marlan que c'est moutar et les Hachamim n'ont pas craint cette confusion. Abaye pose une question, il dit Vamar Abaye, Mirde Hatser Mehait Rabbai, Miyada, Mayada Deite ben Midata ben Baal Korha, Af Hatsera Deita ben Midata ben Baal Korha, Veamatana Midata Ita Baal Korha, L'État. Qu'est-ce que ça veut dire? Abaye pose une question et il dit d'où on apprend le din de Hatser, de Yada, parce que la Torah écrit Vekatav. La Sefer Kritut Venatan Biyada. Yada, il faut lui mettre dans la main. Mais la main du guet, la main de la femme qui reçoit le guet, c'est qu'elle le veuille ou pas. Qu'elle soit d'accord de divorcer ou qu'elle soit pas d'accord de divorcer, on ne lui demande pas son consentement, son avis. Alors, a priori, même quand on lui met le guet dans son hatzer, ben midata, ben shelo midata. Nachon? Il faut qu'elle le prenne quand même, non? Nachon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que elle est la hatzer. Ouais. Elle a hatzer. Le mari lui jette le guet dans son hatzer. C'est comme s'il lui a jeté dans sa main. Puisque hatzer, mishum yada et tremai. Question, mais là maintenant, regardez. Imaginons, regardez la beauté. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Il lui met le guet dans le hatzer. Et après, il lui fait cadeau, le hatzer. On a dit c'est un cadeau empoisonné, parce qu'il y a dedans une guette dans ce... Alors maintenant, est-ce qu'elle est obligée d'accepter le cadeau? Ah, elle peut ne pas accepter le cadeau. Accepter le guet, elle ne peut pas refuser. Mais elle peut refuser un cadeau, c'est pas le guet. Mais le guet, il est dans le cadeau. Alors Abaye dit comme ça. D'où on apprend le din que le hatzer, ça marche. Quand un mari, il jette le guet dans le hatzer de sa femme, c'est comme s'il lui a jeté dans sa main. Parce qu'on dit que le hatzer, c'est le prolongement d'une main. Amar Abaye mir de hatzer mechait rabay. Miyada, mayada deita ben midata ben baal korha. Af hatzera deita ben midata ben baal korha. Veha matana midata ita baal korha l'eta. Mais la matana, tu ne peux pas offrir un cadeau à quelqu'un malgré lui. Alors comment est-ce que ça peut marcher le guet que tu lui mets dans un hatzer que tu veux lui offrir cadeau? Mais normalement ça ne devrait pas marcher. Tout ce qui marche, c'est uniquement par exemple un hatzer qui est à elle, qui est déjà à elle. Donc elle est déjà propriétaire. Donc si elle est déjà propriétaire du hatzer, donc le hatzer c'est le prolongement de sa main. Alors il ne lui demande pas son avis. Est-ce que tu acceptes le guet ou pas? Il lui jette le guet dans son hatzer et les mégouréchettes immédiatement. Mais comment ça peut fonctionner ce que tu as dit tout à l'heure? Rava, comment tu as dit qu'on peut lui mettre le guet dans un hatzer et ensuite lui offrir cadeau le hatzer et automatiquement elle est divorcée? Mais ça ne ressemble pas à hatzer. Son hatzer à elle, c'est déjà à elle. Mais le hatzer qui est à lui, comment il peut lui donner le guet dedans? Mais étant donné qu'elle pouvait refuser le cadeau du hatzer, il ne pouvait pas lui imposer le cadeau, elle n'est pas obligée d'accepter le cadeau. Alors comment ça peut marcher un guet dans un hatzer qu'elle peut potentiellement refuser? Un guet dans un hatzer qui est déjà à elle, d'accord, mais un hatzer qui n'est pas à elle, et qu'elle peut potentiellement refuser, alors comment ça se fait que si elle a accepté le hatzer, elle a accepté le cadeau, le guet est fonctionnel? Mais il ne devrait pas être fonctionnel, car étant donné que hypothétiquement elle pouvait refuser, potentiellement elle pouvait refuser, donc un hatzer pareil n'est pas considéré comme yada. Si elle a accepté, elle a accepté. Elle est dans sa position. Alors c'est ça la question. Malkor halita di amra ifshi le kabel matana mimenu lo kanyala hatzer mais lo migar shabed di amra lo ni halile mikne. Comme la signature après. Le relève avec la signature qui vient après. Ve matana midata ita malkor halita matkif la rav shimi barashi ve ashlichut le kabbalah de midata ita malkor halita le karave shaliach le kabbalah. Alors Rav Ashi lui dit c'est très fort Abaye comme Kushiat, c'est super intelligent comme Kushia. Mais je vais te montrer que ta Kushia
même si elle est belle, mais pas tout ce qui brille est de l'or. Je vais te démontrer le contraire. Dis-moi, quel est le din si la femme nomme un homme shaliah? Il dit, va recevoir le guet de mon mari. Shaliach, non, ça marche pas. Si, pourquoi pas? Non, mais Logiquement, ça il devrait fallait marcher. que l'homme donne le guet, c'est pas la femme qui va le chercher. Non, non, mais. Si, on avait dit oui au début. Bravo. C'est Voilà. On a déjà appris qu'il y a deux shlichut. Il y a shliach le holacha, shliach le kabbalah. Shliach holacha, c'est le shliach de l'homme, et le shliach kabbalah, c'est le shliach de la femme. Quelle est la différence? C'est que lorsque l'homme donne le guet au shliach holacha, il faut qu'il remette en main propre. Tandis que le shliach de la femme, elle n'a pas besoin de recevoir en main propre, il suffit que le shliach ait reçu le guet, immédiatement elle est divorcée. Car il est le prolongement de la femme. Rabotaï. Mais la femme, elle est pas. Et regarde, écoutez. Maintenant, Ravashi, l'analyse qu'il fait. C'est trop beau l'analyse de Ravashi. Trop beau. Il dit, dis-moi, est-ce qu'un homme peut se nommer lui-même shaliach de la femme, malgré la volonté de la femme? Est-ce que ça peut exister, ça? Évidemment que non. Ce n'est que si la femme l'a nommé shaliach, qu'elle a mandaté. C'est là qu'il a la fonction de shlichut, il a le statut. Mais il ne peut pas, ce qu'on appelle s'auto-déclarer. Ça n'existe pas. Maron, il ne peut pas s'auto-déclarer shaliach de la femme. Ça n'existe pas. Donc il ne peut pas y avoir de shlichut ba'al korha. Et pourtant, quand c'est midata, ça marche. Si elle sait. Si elle est au courant. Et ça marche. Et elle est divorcée dès qu'il reçoit. Donc tu vois, bien qu'on ne peut pas l'obliger, mais quand elle accepte, ça marche. Là aussi, le mari ne peut pas obliger la femme à recevoir le cadeau, le hatzer cadeau, c'est vrai. Mais si elle a accepté qu'il y avait un guet dedans, eh bien le guet il marche. Car le hatzer, c'est le prolongement de sa main à elle. Et du fait qu'elle ait accepté le cadeau, eh bien elle a reçu le guet avec le cadeau. Et tu peux pas me dire, oui, mais puisqu'elle aurait pu refuser le cadeau, donc automatiquement le guet qu'il y a dedans se trouve dans un hatzer qu'elle n'était pas obligée d'accepter. Et alors, même le shaliach, c'est pareil. Elle n'est pas obligée d'accepter que cet homme soit son shaliach. Et en effet, si elle n'a pas nommé shaliach, le guet qu'il a reçu, c'est 0. Mais si elle a nommé shaliach pour elle, eh bien dès qu'il a reçu le guet, elle est divorcée. Donc tu vois qu'il n'y a pas de rapport de cause à effet entre cette situation et cette situation. Dans cette situation, non. Dans cette situation, oui. Alors quel est ton problème? Alors Abaye lui dit, pourquoi tu crois que ma question n'était pas fondée? Bien, tu vas voir. Regardez Abaye, c'est une bombe. Abaye, à chaque fois, je suis comme ça, ému, abasourdi de sa chorma toujours. Il lui dit comme ça, Amarle, Ve'abaye, atu shlichut miyada itrabe, mi veshilach veshilecha itrabe. Il lui dit, mais attends, quel rapport? Qu'est-ce que tu me compares l'histoire du hatzer avec le shaliach? Le shaliach, c'est une halacha qui découle d'un pasouk. Va voir le pasouk, veshilach. Comment c'est écrit? Vekatav la sefer keritut, venatan biyada, veshilecha mi beto, veyatsa ve'aita leishacher. Veshilecha. Regardez la Gemara dans Kiddushin Daf Mem Aleph. La Gemara nous dit Veshilach melamed she'aish oseh shaliach. Veshilecha melamed she'aisha oseh shaliach. Vav Veshilecha melamed she'ashaliach oseh shaliach. Donc on a un pasuk Veshilecha. Tandis que le hatzer, c'est mi'tam yada, natan biyada. C'est pas le même mot, c'est pas le même verbe. Ici c'est de miyada. Et ici c'est de Veshilecha. Dans Shilecha, c'est écrit que la femme elle peut nommer shaliach. C'est d'un pasouk méforage. Mais quel rapport avec le hatzer? Ça n'a pas de rapport. Ve'iba etema, shlichut lekabala nami ashkehan ba'al korha, sheken av mekabel get lebito ktana ba'al korha. Abaye lui donne encore une deuxième preuve. Il lui dit encore plus. Moi, je vais te démontrer, halachiquement parlant, que la shlichut, même ba'al korha, ça fonctionne. Ça existe. Où est-ce qu'on retrouve ça? Lorsque c'est une petite qui divorce. Son père peut recevoir le guet à sa place. Le père, il a été Mekadesh, sa fille. Ensuite, le père, il peut... le père reçoit le guet pour sa fille qui est petite,
eh bien, Baal Korha, qu'elle le veuille ou pas. Et pourtant, le père, il n'est que Shaliach de sa fille. Tu vois qu'il existe, même au niveau de Shlichut Baal Korha. Elle est sous sa coupe, même si elle est petite. D'accord, d'accord, mais il agit en tant que Shaliach de sa fille. Tu vois qu'il existe au niveau de la Shlichut, même Baal Korha. Chose qui... Qu'est-ce que tu as prétendu? Mais c'est pas comparable. C'est pas comparable le Hatzer, d'accord? Puisque tu vois que le Hatzer, n'étant pas... étant un cadeau qu'elle peut refuser, alors, dans ce cas, s'il lui a mis le guet, qu'il lui a mis il lui a fait cadeau le Hatzer avec un guet dedans, ça ne devrait pas marcher. Il lui a dit, mais pourquoi ça ne devrait pas marcher? Pourquoi le Shaliach, ça ne marche pas? Tu vois qu'un Shaliach, on ne peut pas Baal Korha, et pourtant ça marche Mirtzona. Il lui a dit, c'est pas vrai. Il existe un Shaliach Baal Korha. Ça existe. Quoi? Tana? Tu vois que le Shaliach Baal Korha, ça existe. Donc pareil. Donc je te dirais que Dafka pour la Shlichut ça marche, mais qui te dit que pour le Hatzer ça marche? Ma couchée elle revient. Abaye, il dit ma couchée sur Rava elle revient. Tu m'as pas répondu à ma question. J'ai une couchée sur Rava. Rava qui a dit qu'un mari peut donner à sa femme un cadeau Hatzer avec le guet dedans. Qui dit que ça marche? Qui dit que ça marche? Alors qu'est-ce que tu me dis? Oui ça marche, comme le Shaliach. Shaliach j'ai deux réfutations. Le Shaliach, ça marche parce qu'on n'apprend pas Miyada. Shaliach, ça marche, on apprend du Passouk, Veshilach, Veshilecha, Kiddushin, Daf Mem Aleph. Et en plus, même dans Shaliach Kabbalah, il existe un Shaliach Kabbalah qui est Baal Korha. Le père, par rapport à sa petite, il reçoit le guet en tant que Shaliach Baal Korha de la petite, et elle est Megourechet dès que le père a reçu le guet. Eh bien voilà. Donc Abaye reste sur sa position de réfuter Rava.